Oui, cher ami, nous sommes très heureux de vous accueillir à Rennes. C'est une chance pour nous, parce que vous avez un regard sur le monde qui nous intéresse. Parce que vous connaissez ce monde, vous connaissez les grands points où le monde est en train de se structurer, où les relations se font. Quand on lit vos papiers dans différents journaux, les Échos, le Figaro, et quand on vous entend à la radio, c'est vrai qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, où nous sommes dans une période, je vais dire incertaine, une période où on espère beaucoup de choses. On pense que quelque chose peut démarrer. On ne sait pas très bien comment, on ne sait pas très bien où, mais il y a au moins quelques balises qui sont posées et qui nous permettent de penser qu'on peut arriver à avancer dans ce monde que nous trouvions un peu immobile face aux questions qui se posent depuis longtemps. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ici, et je crois que vous tous, chers amis qui êtes venus, êtes dans le même état d'esprit que moi. C'est vrai que lorsque je vous ai demandé si vous pouviez nous consacrer une soirée, je ne pensais pas que le jour où vous viendriez, nous en serions là, où nous en sommes aujourd'hui. Je viens d'écouter M. Poutine et M. Macron à Versailles, au Trianon, et voilà, on en est là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un monde où les choses changent, où beaucoup d'entre nos concitoyens sont déstabilisés, ont peur. Les gens ont peur ou les gens espèrent. Et donc, vous savez, avec la géographie de l'émotion que vous avez écrit il y a quelques années, combien les sentiments qui nous habitent sont importants dans l'évolution du monde. Et c'est pour ça qu'on sera très heureuse de vous entendre. Alors, je ne peux pas vous présenter tout le monde vous connaît, mais on sait que votre compétence est reconnue sur le plan international et que vous intervenez vous êtes intervenu, vous avez créé comme l'IFRI que vous avez créé, vous êtes aujourd'hui dans l'Institut Montaigne, vous étiez à Harvard, vous enseignez au King's College. On sait que votre parole est une parole qui est écoutée et attendue. Et c'est pour ça que je suis très touchée que vous ayez répondu à notre entente. Donc je ne savais pas, quand je vous ai appelé, qu'on en serait là. Je ne pouvais pas penser que les événements allaient si vite. Alors si vite en apparence, en parole, en espérance. Maintenant, on va voir comment ces paroles qui sont dites, que M. Macron, par exemple, a dites tout à l'heure, sur des événements dont ils ont parlé avec M. Poutine, comment les choses vont se concrétiser. Mais c'est vrai que nous sommes dans un grand moment, et je crois que c'est une chance de vivre ce moment-là, parce qu'on voit quelque chose qui se redessine dans un monde, quelque part, qu'on ne pouvait plus... On ne pouvait plus croire en ce monde, et une des preuves en est l'Europe. L'Europe, on n'y croyait plus. Regardez dans la campagne que nous venons de vivre, il y avait que 2 candidats, 3 peut-être, qui, sur le nombre, je ne peux pas dire combien, de candidats, il y en avait que 3 qui pensaient un petit peu à l'Europe. Mais aujourd'hui, nous, à la Maison de l'Europe, nous voyons que il y a une demande qui se fait plus pressante. On nous dit, oui, alors bon, ok, l'Europe, c'est quoi, ça nous apporte quoi? L'Europe, on commence à se dire que ça existe. Et il y a quelques 3, 4, 5 mois, l'Europe, c'était la chose dont il ne fallait pas parler si on voulait. Certains élus m'ont dit quelquefois, ne parle pas d'Europe parce que ça va me faire battre. J'ai entendu ça dans mon département, que j'aime. Donc, il faut savoir que l'Europe, je crois qu'elle revient et qu'elle va peut-être pouvoir redonner une âme à notre vivre ensemble. Voilà, c'est à ça que je vous pose donc cette question. Maintenant, ce soir, est-ce que vous allez pouvoir dites-nous comment vous voyez l'avenir de notre pays, dans notre Europe et de notre Europe dans le monde, puisque l'Europe n'est pas seule, l'Europe est un des maillons du monde, et nous espérons que ce maillon puisse apporter des valeurs, une éthique, un art de vivre et une vision aussi de l'avenir. Merci beaucoup, Dominique Moïsi. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. J'aime la terre de Ouest-France.
Et quand je vois les résultats des élections présidentielles en France, je suis heureux de voir que, encore une fois, cette région a remarquablement réagi avec un vote qui me réconforte quand j'ai des doutes. Et c'est vrai, j'aurais fait cette conférence quand vous m'avez demandé de la faire il y a près de 5 mois de cela, et j'ai dû vous dire que je ne pouvais pas. Le ton aurait sans doute été très différent. J'aurais décrit la culture de peur qui domine notre pays. Je me serais inquiété de la montée quasi irrésistible des populismes. Mes amis britanniques, mes amis américains me disaient avec une sorte de schadenfreude, mais au fond, on a voté en faveur du Brexit, les Britanniques, on a voté en faveur de Donald Trump, les Américains. Il est évident, jamais 203, que vous allez voter en faveur de Marine Le Pen. Et au cours des derniers mois, je leur disais, oui, vous avez raison, jamais 203, mais pas celui auquel vous pensez. Après l'Autriche, après les Pays-Bas, eh bien vous allez voir, il y aura la France. Et le réveil de l'espoir et la résistance d'une culture démocratique face aux sirènes noires du populisme. Et le fait que notre pays apparaissait au monde extérieur comme si morose, comme objectivement visé peut-être plus que d'autres par les attaques terroristes, avec un taux de chômage des jeunes qui était près de 5 fois supérieur à celui de l'Allemagne, avec une crise du politique particulièrement grave, on me disait, mais vous n'avez aucune chance. C'est évident que les populismes l'emporteront en France également. Et il s'est passé tout à fait autre chose, et cette autre chose est un message fort qui signale tout à la fois le retour de la France en Europe et peut-être, je l'espère, le retour de l'Europe dans le monde. Alors bon, mes critiques anglo-saxons me disent, oui mais attention, attendez, il n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas gouverner, les raisons de la colère sont toujours présentes en France, rien n'est fait, rien n'est joué. Et je leur réponds, mais vous allez voir, il va avoir une majorité à l'Assemblée nationale, parce que c'est la rencontre entre un personnage quand même exceptionnel et des circonstances qui le sont également, qui lui ont permis d'arriver au pouvoir et qui, je crois, font que pour peu qu'il y ait une clarté pédagogique, l'expression d'une volonté forte, on pourra faire les réformes en France. Parce que une majorité de Français est désormais conscient qu'il n'y a pas d'alternative à la réforme. Alors c'est ça le contexte dans lequel nous nous trouvons, et je crois que la question qui se pose est celle, au-delà de la France, de l'Europe dans le monde. Et comment présenter les enjeux de l'Europe de la manière la plus claire, la plus volontaire, de manière à rallier la majorité des Français
derrière un projet qui ne serait plus purement défensif, faisons le gros dos en attendant que les orages du monde se détournent de nous, mais soit beaucoup plus positif et offensif. Et dans ce contexte, il me semble que notre pays se trouve confronté à 5 défis internationaux. Des défis qui sont de nature très différente, d'un calendrier très différent, mais qui en même temps se recoupent les uns les autres dans une dimension dialectique. Le premier défi, il est de loin le plus important, je l'appellerais le défi de la modestie. Le général de Gaulle disait « Nous ne sommes plus une grande puissance, nous devons avoir une grande politique ». L'expression du général de Gaulle me frappe tout particulièrement quand on me résume la rencontre Poutine-Macron qui vient d'avoir lieu à Versailles et qu'un de mes amis me résumait avant que je n'entre dans cette salle. Soyons modestes, c'est le point de départ de notre ambition. L'Europe, globalement, ne représente plus aujourd'hui que 6,5% de la population mondiale. C'était 20% au début du XVIIIe siècle. Notre pays, la France, fait un peu moins d'1% de la population mondiale et à peine 2% de la richesse mondiale. Ces chiffres sont l'illustration évidente du fait qu'il n'y a pas d'alternative à l'Europe si l'on prétend jouer un rôle sur la scène internationale. Et le problème de l'Europe est en fait le problème de l'Occident dans son ensemble. Pour la première fois, depuis la fin du XVIIIe siècle, l'Occident n'est plus le seul cœur du monde. L'Occident n'a plus le monopole de la puissance, qu'il s'agisse de la puissance militaire ou de la puissance économique. Et de plus en plus, compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, et j'y reviendrai depuis l'élection de Donald Trump, l'Occident n'a plus le monopole des modèles. Et dans ce contexte, ce qui est frappant à mes yeux, c'est le fait que nous sommes entrés dans une phase nouvelle, dans ce que j'ai appelé dans mon dernier livre le nouveau déséquilibre du monde, sans en prendre pleinement conscience. Pour aller à l'essentiel, l'ordre qui existait jusqu'à hier n'existe plus. Et il n'y a pas de système de remplacement. Le flambeau de l'histoire est lentement en train de passer du monde occidental vers le monde asiatique derrière la Chine. Mais les Chinois ne sont ni désireux ni prêts de reprendre immédiatement ce flambeau, même si lentement ils font de grands efforts pour occuper une place toujours plus centrale sur la scène internationale. J'étais, il y a quelques semaines, dans les bureaux de l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Monsieur François Delattre, et pendant très longtemps, nous avons parlé du rôle de la Chine, qui est en train de devenir, si j'ose dire, la fille aînée des Nations Unies, comme la France se présentait comme la fille aînée de l'Église. Les Chinois ont de l'argent, ils ont le temps du temps, et au-delà de l'Afrique, ils investissent dans les Nations Unies, dans le multilatéralisme, cela même au moment
où les États-Unis de Trump se retirent du multilatéralisme et au moment où la Russie de Poutine le pratique toujours aussi peu, toujours de manière aussi brutale. Donc ça, c'est le premier point qui est fondamental, que je décrirais comme un mouvement de plaques tectoniques au niveau géopolitique, dont il faut prendre conscience. Le deuxième mouvement essentiel, ce n'est pas seulement que l'ordre du monde est à la recherche de ses marques, c'est que le désordre, dans ce qu'il a de plus terrible, s'est rapproché de nos frontières. Un continent, le continent moyen-oriental, si on peut l'appeler ainsi, une région du monde en tout cas, est en pleine implosion. Une implosion qui est aggravée par le fait qu'un pays qui jouait un rôle clé dans l'équilibre de cette région, la Turquie, est devenue partie du problème plutôt que partie de la solution. L'Empire ottoman était un principe d'ordre jusqu'il y a un siècle de cela. La disparition de l'Empire ottoman, la création de la Turquie de Kemal Atatürk, la volonté de la Turquie de se rapprocher de l'Europe et de l'Occident, sa participation en tant que le flanc sud de l'OTAN à une institution garantissant la sécurité du monde européen, tout cela est remis en cause par l'évolution du régime d'Erdogan. Et il y a trois termes qui me semblent clés pour comprendre l'évolution du Moyen-Orient et expliciter ce mot d'implosion que j'ai utilisé. Le premier terme, c'est celui de fragmentation. Les États créés par cette ligne dans le sable, comme on l'a appelé, a line in the sand, c'est la description des accords Sykes-Picot de 1916, la Syrie, l'Irak, la Libye, et un peu plus haut, il n'a pas été créé par les accords Sykes-Picot, le Yémen, n'existent plus en tant que tels. Ils se sont fragmentés, victimes de guerres civiles qui, dans le cas syrien, est devenue très largement une guerre régionale, prenant les populations en otage, jetant sur les routes plus de la moitié de la population syrienne, 12 millions de réfugiés sur 22 millions d'habitants, et laissant morts près de 500 000 victimes. Le deuxième mot clé, après celui de fragmentation, est celui de radicalisation. Vous avez une montée aux extrêmes des idéologies, de la violence. Derrière la lutte entre chiites et sunnites, entre perses et arabes, entre modérés et extrémistes. Et cette évolution est d'autant plus grave que des puissances extérieures, comme la Russie, se sont insérées dans ce jeu pour en tirer des avantages géopolitiques. La nature a horreur du vide, la Russie a vu un vide, l'Amérique a très largement créé ce vide par des interventions malheureuses comme en Afghanistan et plus encore en Irak, et par des messages incertains ou confus, comme le refus de Barack Obama de faire respecter la ligne rouge qu'il avait lui-même tracée, et ça s'est traduit par la non-intervention, la non-réaction américaine, française et britannique en septembre 2013, après l'utilisation
des armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad contre sa population. Le troisième terme, au-delà de celui de fragmentation et de radicalisation, est celui d'expansion. C'est un terme ambigu. Je veux dire par là que le Moyen-Orient n'est plus seulement une expression géographique. Il est devenu un état d'esprit. Il est devenu symbole d'une culture d'humiliation et de mort. Et par rapport à cette évolution, vous avez deux thèses qui sont symbolisées en France par deux grands spécialistes de l'islam, qui ne se parlent plus, dit-on, qui sont Gilles Kepel et Olivier Roy, avec deux visions antagonistes, mais qui me paraissent, moi, tout à fait complémentaires, et qu'il faut placer l'une à côté de l'autre pour avoir une compréhension globale des phénomènes auxquels nous assistons. Pour Gilles Kepel, la racine du mal et de ce terrorisme qui frappe successivement les unes après les autres pratiquement toutes les capitales européennes, c'est la radicalisation intervenue au sein de l'islam et le poids pris par le wahhabisme d'inspiration saoudienne, avec le jeu particulièrement ambigu de l'Arabie saoudite et sans doute du Qatar face à ces mouvements extrémistes. Pour Olivier Roy, on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on n'utilise pas une autre clé de lecture qu'il présente comme l'islamisation des radicaux. Et pour lui, ce qui se passe à Londres, à Manchester, à Paris, doit être compris par rapport aux événements de la fin du XIXe siècle européen, les nihilistes, les terroristes, qui étaient partis d'une culture de mort qu'on peut définir à partir d'explications socio-économiques, mais essentiellement psychologiques, sinon psychiatriques. Et au fond, pour plagier Descartes, je dirais que les terroristes disent « je détruis, donc j'existe. Je tue, je me tue moi-même, donc je suis ». Et il me semble que ces deux interprétations sont nécessaires pour comprendre la réalité à laquelle nous faisons face. La première interprétation, la radicalisation au sein de l'islam, est incontournable pour comprendre l'évolution du Moyen-Orient. La seconde, l'islamisation des radicaux, est incontournable pour comprendre l'évolution de citoyens britanniques, français, belges, etc., face à leurs propres concitoyens. Et les deux sont liés dans une logique macabre. Et le problème, c'est que la nature du défi est en train d'évoluer. Le califat est sur le point de disparaître. Ces capitales que sont Mossoul en Irak, Raqqa en Syrie, seront sans doute reprises l'une et l'autre dans les mois qui viennent. Je ne fixe pas de calendrier. Mais ça ne signifie pas, loin de là, la fin du problème terroriste. Bien au contraire, on va revenir à ce qu'on pourrait appeler une al-qaïdisation du terrorisme, c'est-à-dire un terrorisme qui fonctionne sans base territoriale, sans sanctuaire magnifié et théorisé. Mais, hélas, nous devrons toujours faire face à ce problème, et je dirais que face à ce problème, il y a une panoplie de réponses qui sont toutes nécessaires.
il y a l'instrument militaire. Notre intervention au Mali a été très importante face à Boko Haram, qu'on peut décrire comme une incarnation africaine de Daesh. Nos activités en matière de renseignement, de police, sont absolument indispensables. Mais il y a à long terme une nécessité absolue également d'éducation, d'intégration, de fraternité. Le problème, c'est que le calendrier n'est pas le même. Il faut réagir très vite par des armes au sens sécuritaire du terme et préparer en même temps des réponses beaucoup plus humanistes, mais tout aussi nécessaires. Le troisième défi, au-delà de ce mouvement de plaques tectoniques que j'évoquais, au-delà de l'implosion d'une région et de son expansion chez nous, c'est le défi russe. La Russie, humiliée après la chute du mur de Berlin, humiliée par les années Yeltsin, qui étaient pourtant des années de volonté d'ouverture, mais qui se sont mal passées, qui ont laissé libre cours à la corruption et au désordre, ont retrouvé en Vladimir Poutine un personnage autoritaire qui dit aux Russes depuis des années, vous souffrez peut-être économiquement, mais c'est pour la grandeur et la gloire de l'Empire. Alors on peut penser que le déséquilibre est trop grand en Russie, entre le bonheur des citoyens et la grandeur de l'État. Et ça se traduit de manière spectaculaire en des chiffres démographiques. La Chine, entre 1960 et 2010, a connu une augmentation de son espérance de vie de 36 ans. C'est considérable. L'homme russe est resté autour de 60 ans. 23 à 24 ans de moins que son équivalent japonais. Et 15 à 17 ans de moins que son équivalent européen à l'ouest. Donc je crois que face à la Russie, il faut un langage, et j'ai beaucoup apprécié la nouvelle approche lancée par le président Macron, qui est de clarté, d'ouverture et de fermeté. À une question posée par un journaliste russe aujourd'hui, pourquoi avez-vous traité si mal les journalistes russes? Pourquoi avez-vous refusé qu'ils vous accompagnent? Le président Macron a répondu de la manière la plus simple et la plus directe: les organismes que vous citez ne sont pas des organismes de presse, mais sont des organismes de propagande. Il n'y a pas de raison, dans ce contexte, que je les traite pour ce qu'ils ne sont pas. Et c'était très intéressant de suivre le visage de Poutine au moment où le président français disait cela, avec une clarté qui évite toutes les circonvolutions et qui était parfaite dans le contexte actuel. Vous m'avez compris. Vous avez soutenu François Fillon, c'était votre droit absolu. Vous avez soutenu ensuite Marine Le Pen, vous vous êtes trompé. Vous avez mené campagne contre moi. Je ne vous en tiens pas rigueur. Les intérêts de la France et de la Russie vont bien au-delà de ces petites anicroches, mais je ne suis pas dupe. Vous voulez que nous créions une relation nouvelle entre nous? Faisons-le. Mais faisons-le sur une base infiniment plus claire. Alors négocions dans le format Normandie. Je suis normand et pas breton et je m'en excuse. Les accords sur l'Ukraine et l'accord de Minsk. Je suis prêt à accepter un dialogue avec tous
tous les partenaires clés de la question syrienne, y compris le régime de Bachar el-Assad, ce qui ne veut pas dire que je le reconnais comme un partenaire clé à terme, mais pour le moment, il fait partie de la négociation si on veut une solution. Donc je dirais, la relation avec la Russie doit passer par un mélange de compréhension historique et culturelle. Recevoir l'héritier de Pierre le Grand à Versailles, c'est très bien, mais dire à l'héritier de Pierre le Grand, soit vous revenez à votre modèle et vous voulez vous ouvrir à l'Ouest, nous en sommes ravis, nous sommes prêts à vous accompagner, à faire des efforts en matière d'échange de jeunes, d'Erasmus entre jeunes Européens et jeunes Russes, mais cela suppose quand même, cela a un prix. Ça veut dire que vous ne continuez pas à vouloir modifier les frontières de l'Europe par un mélange de force et de ruse. Ceci est inacceptable. Nous fixerons des limites à tout débordement de votre part. Et c'est en ce sens qu'il me semble que dans la campagne présidentielle, on a vu certains candidats mettre en avant la relation avec la Russie et considérer qu'on pouvait de manière unilatérale, nous Français, lever les sanctions à l'égard de la Russie. D'autres candidats, et vous comprenez que je me sens beaucoup plus proche de ceux-ci, ont dit la question de la Russie est une question européenne. On ne peut pas bouger si on ne s'est pas concerté de manière fondamentale avec Berlin, avec l'Allemagne d'Angela Merkel aujourd'hui. Notre premier allié, ce n'est pas Moscou, ce n'est pas Poutine, c'est l'Allemagne. Pour des raisons de valeur, pour des raisons d'intérêt bien compris. Alors comprendre la Russie, oui. Mais lui fixer des limites, oui, plus encore. Le quatrième défi auquel nous nous trouvons confrontés, eh bien, il provient de notre allié principal. Ce n'est pas seulement que le monde a changé. Ce n'est pas seulement que la menace s'est rapprochée de nos frontières, au sud et à l'est. C'est qu'à l'ouest, l'Amérique n'est plus ce qu'elle était. Il s'agit d'un processus aggravé par un événement. Le processus, c'est l'évolution du rapport de l'Amérique au monde et plus encore de l'Amérique à l'Europe. On voyait bien sous les 2 mandats Barack Obama qu'il n'y avait pas une passion européenne de la part du président. Ce qui l'intéressait le plus, c'était la relation avec l'Asie. Et un peu plus superficiellement, il a cherché à recréer une relation nouvelle avec l'islam, qui s'est hélas limité à un merveilleux discours qui lui restera, le discours du Caire de 2009, et un reset, une remise en avant de la relation avec la Russie de Poutine, qui a échoué très vite, avec la crise géorgienne, et qui s'est aggravée, bien sûr, avec les événements de Syrie, puis les événements d'Ukraine et de Crimée. Mais cette évolution, elle s'est trouvée accélérée par un événement majeur, qui est l'élection de Donald Trump. Et là, on retrouve un problème spécifiquement occidental dans cette traduction, c'est la montée des populismes au sein des sociétés démocratiques. Cette montée des populismes, on peut l'expliquer par 3 termes clés. Celui de colère. Colère contre les élites. Colère contre la montée des inégalités.
colère contre l'injustice économique et sociale. 80% des Américains, en dépit d'une croissance robuste, en dépit d'un taux de chômage faible, n'ont pas retrouvé le revenu qui était le leur en 2007, avant le début de la crise financière qui a débouché sur une crise économique majeure. Rejet des élites politiques, rejet de la paralysie, du dysfonctionnement que le philosophe d'origine japonaise qui enseigne depuis des années à Yale, Francis Fukuyama, a décrit comme la vétocratie, le pouvoir de veto du Congrès face à la présidence. Ce blocage, ces blocages, auxquels il faut ajouter le choix par le Parti démocrate d'une candidate qui aurait sans doute été un bon président, mais qui s'est révélé être un candidat catastrophique, a mené à l'élection de Donald Trump. Et c'est un événement considérable pour l'Europe. Pour la première fois depuis 1945, l'Amérique n'est plus le champion de la démocratie. Il existe un décalage trop grand entre le message qu'elle est censée porter et la pratique politique qui est la sienne. L'homme qui a été élu comme successeur de George Washington, de Abraham Lincoln, de Franklin Roosevelt ou de John Fitzgerald Kennedy, ce n'est pas assez de dire qu'il n'est pas à la hauteur de ses prédécesseurs. Il y a une plaisanterie qui court à Washington, selon laquelle George Washington ne savait pas mentir. Richard Nixon ne savait pas dire la vérité. Et Donald Trump ne sait pas reconnaître la différence entre les deux. Je crois que cette anecdote décrit parfaitement le problème auquel est confrontée l'Europe. Et c'est précisément parce que nous sommes dans une phase de mouvement tectonique, parce que la menace est à nos frontières, et parce que la protection n'est plus ce qu'elle était, que le besoin d'Europe, et c'est mon dernier point, n'a jamais été aussi grand. Avec, je l'espère, un début de prise de conscience chez les Européens de cette évolution. Alors le point de départ n'est pas facile, car au moment où on a besoin plus que jamais d'Europe, il y a moins d'Europe. L'Europe s'est rétrécie avec un pays qui a choisi de quitter le projet européen. Et je pense que la Grande-Bretagne va poursuivre dans cette direction. Tous ceux qui disent, en voulant se rassurer, que ça ne se fera pas, que ça coûtera beaucoup trop cher, que ça n'est pas possible, me semblent s'illusionner. Ça va coûter très cher aux Britanniques et aux Européens. C'est un jeu de perdant-perdant. Mais la Grande-Bretagne a décidé de le faire. Au moment où l'Europe se rétrécit, elle tend aussi à se diviser, à se polariser entre des pays qui sont toujours fidèles aux principes de l'Union européenne, ce club de nations démocratiques, et des pays qui sont en train de devenir, ou qui sont déjà devenus, ce qu'on appelle des démocraties non libérales, illiberal democracy. À la tête de ce camp des démocraties illiberal, il y a incontestablement la Hongrie du Premier ministre Orbán, mais plus sérieusement et plus gravement, il y a la Pologne de M. Kaczynski. Et ce n'est pas neutre que d'avoir perdu à la démocratie, au sens où nous l'entendons,
à la géographie des valeurs qui est la nôtre, ces pays clés de l'Union européenne qui sont au centre et à l'est du continent européen. Nous nous étions réunis, le continent kidnappé, l'Europe kidnappée. C'était la célèbre formule de Milan Kundera. Eh bien, en réalité, nous sommes revenus en arrière. Dans ce contexte, il est évident que plus que jamais, l'alliance entre la France et l'Allemagne est incontournable. Cette alliance ne pouvait pas fonctionner tant qu'elle était par trop déséquilibrée. Et je crois qu'il faut que nous soyons conscients du fait que le problème de l'Europe, ce n'était pas qu'il y avait trop d'Allemagne. Le problème de l'Europe, c'est qu'il y avait trop peu de France. Et pour la première fois, depuis, je crois, 22 ans, depuis 1995, la France a élu un président qui peut, je l'espère, répondre à cette question: pourquoi y a-t-il eu si peu de France? Peut-être est-ce une illusion collective. Peut-être ce que je dis aujourd'hui n'est-il qu'une parenthèse d'espoir dans un océan réaliste de désespoir. Mais sincèrement, je ne le crois pas. Récemment, j'ai donné un entretien à CNN. La journaliste qui est franco-britannique, qui dirige CNN à Paris, me disait: mais la France a changé depuis le 7 mai. Il y a quelque chose de plus léger dans l'air. Il y a comme un retour d'espoir, en dépit de la poursuite de la menace terroriste. Et je lui disais: oui, c'est vrai, dans l'immédiat post-7 mai, j'ai eu quelque chose comme une réminiscence de juillet 98, au lendemain de la victoire de la France au mondial de football. Mais les événements politiques tendent à avoir une durée de vie quand même un peu plus grande que les événements sportifs. Donc je crois que une fenêtre d'espoir s'est ouverte, à nous de la saisir en tant que Français, à nous de la saisir en tant qu'Européens. Alors je me suis conscient du fait que je parle depuis très longtemps. Il y a des questions, des crises que je n'ai pas abordées, la crise iranienne du nucléaire, la crise nord-coréenne. Je suis tout prêt à y répondre dans le jeu des questions et réponses, parce que je ne veux pas parler trop longtemps. Merci beaucoup. Vous avez abordé beaucoup de questions de fond, mais posez vos questions, je vous en supplie, parce qu'il y a beaucoup de choses sûrement à débattre encore. Voilà. Posez vos questions. Là-bas, au fond de la salle, il y a une personne là-bas. Bonjour, vous avez évoqué la Turquie pendant que vous parliez, et en fait donc la Turquie a fait plusieurs demandes pour entrer dans l'Union européenne, et je voulais savoir ce que vous pensiez actuellement de la question turque, et si ce serait envisageable qu'elle rentre à nouveau dans l'Union européenne avec Erdogan, et sachant ce qu'elle a fait, voilà. Merci. Oh, la réponse est simple. La question n'est pas à l'ordre du jour. La Turquie n'est pas candidate, n'est plus candidate à l'Union, et ce qu'est devenu la Turquie ne lui permet pas de demander son entrée dans l'Union européenne. Ce n'est plus une nation démocratique, elle ne répond plus aux critères de Copenhague. Si elle était membre de l'Union européenne aujourd'hui, j'espère qu'elle en serait exclue. Alors, maintenant, si on prend un peu de recul historique, on peut se poser la question de savoir si l'Europe
en faisant de fausses promesses à la Turquie, n'a pas contribué à la tentation de l'Orient et à l'évolution de la Turquie loin de l'Europe. Sans doute. Mais la raison principale, ce n'est pas notre comportement, c'est la nature d'Erdogan lui-même. Moi, j'ai une question, c'est à propos de l'Iran. Parce que comme M. Trump, il a mis l'Iran dans les pays, comment, je ne sais plus comment il a dit là. Alors, et quelle est la position de l'Europe par rapport à ça? Je ne sais pas comment vous dire, mais l'Europe, l'Iran et l'Amérique. Voilà. L'Europe, d'abord, il n'y a pas une position européenne. Ça fait partie du problème de l'Europe. Il y a des positions européennes. Je dirais, pour moi, le point de départ consistait à ne pas choisir clairement son camp. La France, au cours des dernières années, a choisi, de mon point de vue, trop clairement le camp de l'Arabie Saoudite, pour des raisons mercantiles, pour l'essentiel. Le régime iranien n'est pas un régime satisfaisant. Le pouvoir dictatorial des mollahs n'est pas sympathique. Mais je ne choisirai pas, parce qu'au niveau du présent, entre ces deux pays, l'Arabie Saoudite et l'Iran, se disputent le privilège des exécutions à mort les plus nombreuses par rapport à leurs populations respectives. Le point central quand même, si je citais et plagiais le général de Gaulle, je dirais au-delà des mollahs, il y a la Perse. Derrière la dynastie Saoud, il n'y a pas grand-chose. Donc, culturellement, historiquement, l'acteur le plus important, c'est l'Iran. C'est l'acteur le plus sophistiqué. C'est l'acteur qui a une vraie société civile. Société civile victime du pouvoir des mollahs. En fait, il y a une division totale entre les campagnes pro-mollah et les villes pro-libérales. Alors, les Iraniens viennent de réélire un mollah modéré. Le problème, c'est que, un, il n'est pas vraiment modéré. Deux, il n'a pas vraiment le pouvoir. Mais je dirais, le danger pour moi, c'est de prendre parti. Et ce que vient de faire Trump, c'est ce qu'avait fait la France multiplié par 10 ou par 100. S'attacher les faveurs du régime saoudien en lui vendant pour des sommes astronomiques des équipements de défense et dire c'est la meilleure des réponses à Daesh. Non, ce n'est pas une réponse à Daesh. C'est une réponse aux préoccupations des marchands d'armes américains. Et ce n'est pas, me semble-t-il, aller dans la bonne direction pour le Moyen-Orient, loin de là. Et l'accord nucléaire avec l'Iran, au fond, que fait Trump, au-delà de faire de l'argent? Il cherche à isoler l'Iran par faute de pouvoir le punir. Ce n'est pas la base d'une grande politique. Louis Jourdan, Mouvement européen. Nous parlons du Moyen-Orient, à juste titre, bien sûr, mais il y a quelques années, on parlait beaucoup de l'euro-méditerranée, et on rêvait d'une relation spéciale avec les pays de la rive nord, de la rive sud de la Méditerranée, etc. Or, c'est un mot qui n'existe plus depuis quelques années. Est-ce que c'est pas le moment de le ressortir, et pas simplement le mot, mais ce qui va avec comme contribution à des solutions, par exemple la crise, une partie de la crise
migratoire, une partie du problème de l'énergie, et puis quelques autres questions que l'on pourrait, dont l'Europe et l'Afrique du Nord pourraient bénéficier. Merci. Oui, l'union de la Méditerranée, qui est devenue l'union pour la Méditerranée, était une vraie bonne idée, lancée de la pire des manières. Et le projet a été autodétruit dès le moment où il a été lancé, pour une raison simple, c'est que nous avons mis l'accent sur ce projet et nous n'en avons même pas informé l'Allemagne. J'ai encore le souvenir de voir vraiment débouler à toute allure un jeune vieillard qui avait été le président allemand, Richard von Weizsäcker, et me dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? C'est insupportable. Vous mettez l'accent sur ce projet et on l'apprend par la presse. Jamais on ne nous a autant humiliés. » Et ça, c'était le début catastrophique de Nicolas Sarkozy. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas redémarrer sur des bases nouvelles. Et vous avez tout à fait raison, mais il y a des bases nouvelles. Et je crois que de l'autre côté de la Méditerranée, il n'y a pas seulement le Moyen-Orient, mais comme vous l'avez mentionné, il y a le continent africain. Et il y a des progrès à tout petits pas qui sont en train de se réaliser. On est en train de quitter vraiment la France-Afrique de manière définitive, parce que les Allemands arrivent au Mali. Ils sont là, dans un poste relativement secondaire, mais là encore, je crois que pouvoir avoir l'Union européenne derrière nous, et pas seulement les pays qui ont une tradition de présence en Afrique, c'est fondamental. C'est fondamental pour des raisons démographiques, parce que c'est une des réponses à la question des réfugiés. Il ne faut pas se voiler la face. Le continent africain représentait 150 millions d'habitants en 1950. Il en fera plus de 2 milliards en 2050. C'est la croissance démographique la plus importante de l'histoire de l'humanité. Si ces 2 milliards d'habitants sont chassés par le réchauffement climatique, s'ils deviennent des réfugiés climatiques, s'ils sont chassés pour les mêmes raisons par la misère et la faim, il faudra bien qu'ils aillent quelque part. Et donc ne pas les aider tout de suite, c'est nous trouver contraints de les aider demain de la pire des manières, avec des conséquences incalculables pour eux comme pour nous. Et là encore, la réponse ne peut pas être française. Elle doit être européenne. Vous nous avez dit tout à l'heure, et je partage votre point de vue, que dans la pratique, ce n'est pas, disons, trop d'Allemagne qu'on a eu, mais pas assez de France. Bon, maintenant, on a l'espoir peut-être qu'on aura une France qui va progressivement être à l'égal de l'Allemagne. Effectivement, d'ailleurs, si on regarde le PIB au niveau de l'Europe, l'Allemagne 30%, la France 22%. Mais ça va demander quand même du temps. Bon, il y a la volonté politique, espérons qu'elle va se maintenir, qu'elle sera concrétisée par le suffrage universel, mais même si donc le couple franco-allemand remarche mieux, il faudra bien au minimum 2 ans ou 3 ans pour que la France retrouve une puissance économique égale à celle de l'Allemagne. Vous pensez-vous donc que, comme c'est le couple franco-allemand qui doit entraîner l'Union européenne, avec une France qui aura la volonté d'eux, mais qui n'aura pas encore retrouvé la puissance d'eux, est-ce qu'on pourra quand même agir véritablement, aimablement, mais en force sur l'Union européenne en couple franco-allemand? Non, c'est une vraie question. Le couple franco-allemand, pour fonctionner, doit aller dans la direction de l'équilibre. Ce qui ne veut pas dire
que l'équilibre se fera du jour au lendemain, bien évidemment. Mais les deux critères qui permettront à la France et à l'Allemagne de retrouver une légitimité, chacun dans le domaine où elle ne l'a plus, c'est les réformes menées en France avec volonté et succès, réformes économiques et sociales, et on a l'impression que le président de la République a tiré les leçons des échecs de ses prédécesseurs et voudra aller vite et fort. Et il faut que l'Allemagne dépasse le blocage lié au traumatisme qui a été le sien et accepte de ne pas être exclusivement une puissance civile, une puissance économique. Et là encore, ça fait longtemps que je vis le couple franco-allemand. Et j'ai des souvenirs des années 80, de discussions de haut niveau au Quai d'Orsay ou à Matignon. J'entendais des diplomates français qui disaient « L'international, c'est essentiel. Ça va nous permettre d'équilibrer l'Allemagne. C'est notre avantage comparatif. Les Allemands, ils sont plus dynamiques, ils sont plus nombreux, ils sont plus puissants économiquement. Mais nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons l'arme atomique indépendante et nous ne sommes pas timides devant l'intervention militaire à l'étranger. C'était, me semble-t-il, un mauvais réflexe. Le problème n'est pas que la France équilibre l'Allemagne. Le problème, c'est que l'Europe commence à se substituer pour partie à une Amérique qui est en train de l'abandonner. Et donc, dans ce contexte, c'est ensemble. Il ne s'agit pas de se regarder les yeux dans les yeux, mais de regarder ensemble vers le futur. Alors, c'est un discours un peu idéaliste. Je suis conscient de ses limites, mais pas totalement. Je crois que le fait que le conseiller diplomatique du président de la République ait été successivement l'ambassadeur auprès de l'Union européenne, puis l'ambassadeur à Berlin, il comprend tout cela. Pour le connaître assez bien, je crois que Philippe Etienne partagerait les formules que je viens d'utiliser. Oui, vous avez parlé d'Afrique. Pardon. Oui, c'est par rapport à l'influence de la Chine en Afrique. Est-ce que mes inquiétudes sont fondées si je vous dis est-ce une nouvelle colonisation dans ce continent de la part de la Chine? Vos inquiétudes sont fondées, et pourtant il y a deux différences. La première, c'est que la Chine a fait redécouvrir l'Afrique au monde. Elle était le continent perdu, le continent qui, depuis la fin de la guerre froide, était dans un état d'abandon. Elle n'était plus un enjeu de la guerre froide entre occidentaux et soviétiques. Donc pourquoi s'y intéresser, sinon pour ses richesses en matières premières? Et soudain, la Chine d'abord, le Brésil ensuite, ont fait prendre conscience au reste du monde que l'Afrique était incontournable. La deuxième différence, c'est que les colonisateurs blancs se plaçaient délibérément ailleurs, en dehors de la société africaine. Vous aviez l'image de l'homme en costume blanc et au casque colonial. Le travailleur chinois vit dans les mêmes conditions que le travailleur africain. C'est lui qui crée les routes.
C'est lui qui, à la sueur de son front, dans des conditions extraordinairement difficiles, fait progresser les intérêts de la Chine, mais derrière les intérêts de la Chine, le progrès du continent africain. Et il y a quand même, ce continent est paradoxal. Il est le continent de l'espoir, compte tenu de sa démographie, et il est le continent du désespoir, compte tenu de la violence ethnique qui demeure endémique. Donc le continent de la violence, le dernier génocide a eu lieu en Afrique, il y a un peu plus de 20 ans, au Rwanda, et il ne faut pas oublier cela. Et c'est une situation qui nous menace toujours. Et en fait, le nombre de victimes civiles en Afrique, du fait de la violence, il suffit de regarder ce qui se passe au Nigeria, de voir ce qui se passe en Somalie, de voir ce qui s'est passé plus près de nous encore aujourd'hui en Libye, en Algérie, il n'y a pas si longtemps. C'est un continent particulièrement violent. Oui, juste un chiffre d'abord pour peut-être contribuer à rassurer, mais je suis d'accord avec votre propos par rapport à l'Allemagne. C'est quelque chose qui est peu souvent mis en avant, c'est que depuis longtemps, c'est vrai que l'Allemagne est plus nombreuse que la France, mais depuis longtemps, les jeunes Allemands sont beaucoup moins nombreux que les jeunes Français. Et beaucoup seront surpris par le chiffre, c'est-à-dire que chaque année, il y a 800 000 naissances environ en France, il n'y en a que 600 000 en Allemagne. Et ça depuis longtemps, depuis beaucoup d'années. Ceci dit, mon intervention, c'était par rapport à la Russie. Je pense que vous avez eu raison de souligner l'état catastrophique de la Russie, si on compare par exemple à la Chine dont on parlait, par exemple, et la tentation impériale impulsée par Poutine. Mais je crois qu'il faut effectivement, aller juste voir le danger qui est très profond, qui nous menace. Beaucoup en France, en politique, disent faut s'arranger avec les Russes, etc. Mais Macron a raison d'être ferme tout en étant bienveillant, parce que Poutine avait dit que ce qui est arrivé de pire à la Russie au XXe siècle, je pense que je suis pas tout à fait certain. Je pense qu'il veut dire c'est pas tellement la révolution russe de 1917, mais c'est la dissolution de l'Union soviétique à la fin du XXe siècle. Ça veut dire que la nostalgie impériale, c'est pas, l'empire russe, la Russie d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'empire dont il rêve et qu'il vend aux Russes, c'était l'Union eurasiatique dont l'Ukraine devait être le deuxième pivot, mais c'est aussi la Pologne, c'est de rétablir l'emprise russe sur toute l'Europe de l'Est, et aussi l'obsession russe des Dardanelles, de déboucher sur les mers chaudes. Et comment arriver à ça? Eh bien, c'est en cassant l'Europe. Et c'est ce qu'il a tenté de faire, c'est l'os sur lequel il s'est cassé les dents en Ukraine, en fait, puisque les Européens, grâce à la France et à l'Allemagne, ont tenu bon. Et le problème, s'il n'est pas réglé, il a été circonscrit. Mais il faut bien voir que pour Poutine, c'est ça l'objectif. Tout à fait. Je vais répondre d'abord à la partie russe de votre question. Je reviendrai sur la partie allemande et la comparaison avec la France. J'ai vu récemment à Amsterdam, je n'ai pas pu voir l'exposition, mais on m'a offert le catalogue. C'est une exposition au musée de l'Ermitage. C'est un musée de l'Ermitage qui est une sorte d'extension du musée de l'Ermitage qui existe à Saint-Pétersbourg, créé avec des fonds russes à Amsterdam. Et c'est une exposition organisée donc par le gouvernement russe sur les Romanov et la révolution d'octobre. Et le message est pour le moins ambigu. On a l'impression
que ce que le gouvernement russe regrette le plus, ce n'est pas l'échec de l'URSS, mais c'est précédemment, à travers les accords de Brest-Litovsk, les concessions faites par les bolcheviks aux Allemands pour gagner, pour essayer de l'emporter lors de la Première Guerre mondiale. Et on voit bien qu'il y a une sorte de nostalgie de l'Empire chez les Russes qui est essentielle. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron a eu tout à fait raison de jouer la carte Pierre le Grand. Poutine se rêve beaucoup plus en héritier des tsars qu'en héritier de Lénine. Il n'arrive pas à pardonner à Lénine d'avoir, entre guillemets, vendu des morceaux entiers d'empire, d'avoir trahi la cause de l'empire. Je crois que ça, c'est très important. Et Poutine était persuadé, et persuadé peut-être encore, que l'Occident est en pleine décadence. La preuve de cette décadence, et il le disait en privé, c'est que les Américains ont élu un président noir. Il y a une sorte de xénophobie profonde. Que les Occidentaux ont autorisé le mariage pour tous. Et maintenant, l'élection de Donald Trump. Tout ça allait dans le même sens. Et effectivement, l'élection de Macron en France a été une sorte de désaveu à cette vision globale du déclin inéluctable de l'Europe. Donc la Russie n'avait pas à se réformer, puisque le monde occidental s'effondrait devant elle. Elle était bien consciente du fait que la Russie exploite des richesses au moment où la Chine en crée. Donc elles sont dans des situations différentes. Mais bon, j'espère que Poutine va devoir apprendre à vivre avec une Europe renaissante. Sur la question allemande, oui, les chiffres que vous citez sont tout à fait exacts, mais il faut les manier avec précaution. Je me souviens des rapports de Rome des années 70, où l'on prévoyait qu'au début du XXIe siècle, compte tenu de la chute de la démographie allemande, il n'y aurait plus d'Allemands. Il y en a toujours. Et les Allemands, il y a beaucoup de Turcs allemands, et il y aura beaucoup de Syriens allemands. C'est vrai que dans la générosité éclairée de Madame Merkel à l'égard des réfugiés, il y avait un instinct moral et un raisonnement démographique, économique et social. Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure les accords Sykes-Picot, ce qui sous-entend la place qu'a pu occuper les puissances européennes dans le monde du Moyen-Orient. Aujourd'hui, et la question est simple, est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion sur la place que la France et peut-être l'Union européenne doit jouer dans le règlement du conflit israélo-palestinien? Non, je crois que trouver une solution à ce conflit m'est toujours apparu comme essentiel. Maintenant, j'avoue que je n'ai pas soutenu Laurent Fabius dans son projet de conférence de paix, qui me paraissait venir trop tard, être trop solitaire, et qui n'a été effectivement nulle part. Il s'agissait pour lui, me semble-t-il, plus de se faire plaisir que de trouver une solution au conflit. Il faudra trouver une solution au conflit. Est-ce que la solution viendra d'en haut, de l'extérieur, ou est-ce qu'à un moment donné, elle viendra d'en bas? Je ne sais pas. Je dois dire que mon épouse et moi-même, nous avons été en Israël il y a quelques mois maintenant,
Et nous avons eu un moment assez exceptionnel où, dans les territoires occupés, nous avons rencontré des juifs ultra-religieux, des chrétiens et des musulmans très croyants qui avaient décidé de dialoguer ensemble au-delà de leurs camps respectifs à partir d'un principe simple: si Dieu existe, la terre appartient à Dieu. Et nous ne pouvons pas décider, nous, les hommes, à qui et comment diviser la terre. Pour le moment, c'est assez marginal, mais il me semble qu'il y a dans cette direction quelque chose. Des croyants qui comprennent bien que le statu quo actuel ne peut mener qu'à la violence, ne peut qu'entraîner le sacrifice de générations de Palestiniens et ne peut que détruire à terme l'État d'Israël comme un État démocratique au Moyen-Orient. Donc voilà, je crois que toutes les volontés sont bienvenues, mais je reviens à mon propos initial. Face à cette question, il faut beaucoup de modestie et beaucoup d'ambition. Mais s'il n'y a pas de modestie, on n'ira nulle part. Je crois qu'on peut remercier Dominique Moïse.